Demandez à n'importe qui de citer les montagnes les plus extrêmes du monde, et ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. L'Annapurna, le Nanga Parbat, le K2. Ces sommets sont d'une brutalité indéniable, enveloppés de parois de glace colossales dont les racines se perdent dans les glaciers. Mais il ne s'agit pas ici de ces géants-là. Il s'agit d'autre chose, des sommets dont toute l'identité repose sur l'inclinaison. Des formations qui jaillissent vers le ciel comme des monuments sculptés, à nu, dont la silhouette entière se dévoile de la base jusqu'au sommet. Pour établir ce classement, le critère retenu a été le dénivelé vertical vérifié. La plus grande chute continue entre un sommet et le sol, en privilégiant les parois qui frappent visuellement, qui semblent presque irréelles une fois sur place, et qui doivent leur réputation à la raideur pure plutôt qu'à l'altitude. À la 6e place se trouve une paroi si meurtrière qu'elle a hérité du surnom de la paroi assassine, responsable de la mort de plus de 60 alpinistes au cours du dernier siècle. À la 9e place, on trouve la plus haute falaise quasi verticale jamais gravie avec succès, sans doute aussi la plus impressionnante de toutes. Une paroi si exigeante que la plupart des expéditions n'atteignent même pas la moitié du parcours. Mais commençons par la montagne qui occupe la toute première place. En plein cœur de l'Arctique canadien se dresse un sommet qui détient le record de la plus grande chute purement verticale de toute la planète. Il s'agit du mont Thor. C'est la seule montagne au monde dont la paroi surplombe réellement de plus de 15 degrés au-delà de la verticale. Nichée dans l'épine dorsale de granit sauvage de l'île de Baffin, la face et du Thor plonge de 1250 mètres en une seule chute ininterrompue. Le plus grand dénivelé vertical pur de toutes les falaises de la planète. La montagne doit son nom au dieu nordique du tonnerre, et une fois qu'on se tient à ses pieds, ce nom prend tout son sens. La paroi est lisse, gigantesque, et penche légèrement vers l'extérieur, dominant une vallée façonnée par les glaciers comme un pan de granit tombé du ciel. Une équipe canadienne menée par Donald Morton et Laman Spitzer a atteint le sommet en 1965, mais par le versant le plus accessible. La face verticale s'est restée intacte 20 ans de plus, jusqu'à ce qu'une équipe américaine de 4 grimpeurs parvienne enfin à vaincre la face A en 1985, au terme de 33 jours éprouvant passés à fixer des cordes, hisser du matériel et endurer une exposition constante au climat arctique. Le Thor se trouve à l'intérieur d'un parc national, à des centaines de kilomètres de la route la plus proche, si bien qu'y accéder demande plusieurs jours de marche à travers un terrain glaciaire, une neige profonde et des rivières capables de gonfler sans prévenir avec la fonte des glaces. Malgré son isolement, la paroi a aussi attiré des adeptes du saut base. En 2006, l'un des premiers sauts légaux depuis le sommet y a été enregistré, avec une chute libre d'environ 1200 mètres. Pas besoin d'être grimpeur pour ressentir l'impact. Même vu d'en bas, le caractère absolument vertical de la paroi déforme complètement notre sens de l'échelle. On dirait quelque chose qui ne devrait pas pouvoir tenir debout. Depuis cette paroi record de pierre arctique, la route se poursuit vers l'est, au-delà de l'océan, jusqu'à une lame de roche si effilée qu'on la compare souvent à un aileron de requin taillé dans le granit. Son nom est un véritable virelangue, et pourtant, elle abrite l'une des voies de Big Wall les plus exigeantes du monde. Nichée dans les fjords glacés du Groenland, se dresse l'une des parois de granit les plus impressionnantes de la planète, l'Ullamertorsuaq. Culminant à 1858 mètres, ce sommet isolé jaillit du fjord Tazermut comme une dague plantée vers le ciel, et sa face la plus célèbre, la face ouest, chute sur près de 1100 mètres d'un seul tenant de granit quasiment vertical. Pour les grimpeurs, elle est considérée comme la plus belle grande paroi du Groenland et l'une des voies Tiba les plus raides et les plus soutenues de tout l'hémisphère nord. On la surnomme parfois le El Capitan groenlandais, même si en réalité elle est bien plus isolée, plus froide et beaucoup moins clémente. La montagne a commencé à attirer l'attention internationale dans les années 1990, lorsque des alpinistes de haut niveau ont ouvert des voies redoutables. Parmi les plus difficiles, on trouve une voie de 27 longueurs, un véritable cauchemar de dévers et de prises minuscules, ainsi qu'une autre qui parcourt toute la hauteur de la face ouest. 1100 mètres de granit exposés sans presque aucun endroit où se reposer en chemin. Malgré tout cela, l'Ullamertorsuaq est discrètement devenu un terrain d'entraînement pour l'élite mondiale des grimpeurs de Big Wall, tout en restant largement méconnu en dehors de ce cercle. Rarement photographié, rarement évoqué, rarement gravi. Son nom se traduit à peu près par « la grande et ronde », et une fois à ses pieds, cette description paraît presque trop modeste. Toujours dans le cercle polaire arctique, mais de retour vers l'ouest, au Canada, la paroi suivante était restée vierge jusque dans les années 1990, tout simplement parce que personne ne croyait sa conquête possible. En plein cœur sauvage de l'île de Baffin, dans un fjord nommé Samford, se dresse l'une des parois verticales les plus spectaculaires et les plus difficiles d'accès de la planète,
la Polar Sun Spire. S'élevant à 1520 mètres directement depuis le littoral arctique, cette tour de granit isolée jaillit vers le ciel, sa seule face nord chutant sur près de 1000 mètres de roches verticales nettes et ininterrompues. On la décrit souvent comme l'une des plus grandes parois verticales de la planète, une affirmation que les grimpeurs n'emploient pas à la légère. Le sommet a finalement été atteint en 1996, lorsque Mark Sinnott, Jeff Chapman et Warren Hollinger ont bouclé une voie de 34 longueurs baptisée The Great and Secret Show. Il leur a fallu 39 jours sur la paroi, dormant dans des portaledges suspendus, hissant nourriture et matériel, luttant sans relâche contre la neige et les tempêtes, au point de devoir rationner leurs provisions pour parvenir au bout. Cette ascension est devenue quasiment légendaire dans le monde du Big Wall, qualifiée un jour par un grand magazine spécialisé de plus grande Big Wall de la planète, non pas pour son altitude brute, mais pour son ampleur, son engagement et sa difficulté. L'isolement du lieu fait partie de la légende. Pour y accéder, il faut prendre l'avion jusqu'à un petit village inuit, puis parcourir des centaines de kilomètres sur un sol gelé ou à travers des fjords de glace, rien que pour atteindre la base. Une fois engagé, il n'y a pas de retour facile, aucune voie d'évacuation, aucun secours rapide. La paroi est si raide et si surplombante qu'elle t'a même attiré des sauteurs bases capables de s'élancer depuis le sommet. L'une des rares grandes parois au monde où cela est physiquement possible. Même sur une image satellite, l'ombre de la flèche dit tout. Ce n'est pas simplement une montagne, c'est une lame de pierre qui jaillit directement de la glace. Depuis le granit gelé de l'île de Baffin, le voyage traverse l'océan jusqu'à l'ouest de la Norvège, où des falaises imposantes surgissent directement d'une vallée alpine verdoyante. On y trouve la plus haute paroi rocheuse verticale de toute l'Europe, si instable et si impitoyable que le simple fait de se tenir à ses pieds donne le vertige. Connue localement sous le nom de Trollveggen, ou paroi du troll, cette montagne s'est forgée une réputation de plus redoutable grande paroi d'Europe, d'une raideur brutale, friable et mortelle. Située dans la vallée de Romsdal, en Norvège, l'ensemble de la formation s'élève sur 1700 mètres depuis le fond de la vallée jusqu'à la crête. Mais le cœur de la paroi est une chute de granit pur, de plus de 1100 mètres, quasiment dépourvue de vire pour interrompre la chute. À certains endroits, elle surplombe même, penchée vers l'extérieur comme la proue d'un navire de pierre. Sa première ascension, réalisée en 1965 par une équipe conjointe norvégienne et britannique, a marqué les débuts d'ortho du Big Wall en Europe et ouvert la voie à ce qui allait devenir l'une des parois les plus redoutées et les plus dangereuses du continent. Roche friable, l'érosion constante et l'exposition extrême font que les conditions peuvent changer radicalement d'une saison à l'autre, voire d'un jour à l'autre. Dans les années 1980, la paroi du Troll est devenue un lieu de pèlerinage pour les sauteurs bases grâce à son immense surplomb et à ses lignes verticales parfaitement nettes, mais après une série de sauts mortels et de sauvetages retentissants, la pratique y a été interdite en 1986 et l'est restée depuis. La réputation meurtrière de cette paroi n'a rien d'exagéré. De nombreux grimpeurs y ont perdu la vie en tentant l'ascension, ou même simplement en s'approchant trop près de sa base. Les alertes de chute de pierres y sont permanentes, et les équipes de secours en montagne norvégienne y sont intervenues plus souvent que sur presque tout autre site d'escalade du pays. L'accès à la paroi est relativement simple, puisqu'elle est visible depuis un centre d'accueil, des visiteurs tout proches avec des routes et des sentiers qui mènent jusqu'à sa base, mais atteindre le sommet en toute sécurité relève d'une toute autre histoire, entre météo imprévisible, roches de mauvaise qualité et absence totale d'abri une fois engagé sur la paroi. De la fragilité meurtrière des falaises norvégiennes, l'histoire nous conduit au cœur des Alpes, vers une montagne si emblématique que sa silhouette est devenue un logo. Mais si l'on regarde au-delà de la carte postale, du côté de sa face nord, on découvre l'une des parois les plus mortelles jamais gravies, le berceau de l'alpinisme extrême moderne. Le Cervin est sans doute la montagne la plus reconnaissable au monde. Sa forme presque parfaite de pyramide est si célèbre qu'elle a inspiré le logo d'une grande marque de chocolat. Mais sa face nord raconte une toute autre histoire. Une paroi alpine verticale qui a contribué à définir l'alpinisme extrême tout au long du XXe siècle. Cette face nord s'élève sur environ 1200 mètres de la base au sommet et fait partie des 6 grandes faces nord légendaires des Alpes, redoutée à la fois pour ses conditions brutales et pour son long passé meurtrier. Si le sommet du Cervin a été atteint pour la première fois en 1865, il a fallu attendre 1931 pour que sa face nord soit vaincue, tout simplement parce que personne n'osait s'y attaquer. Toutes voies confondues, le Cervin a coûté la vie à plus de 500 personnes depuis 1865, et la face nord a apporté sa part chaque fois qu'une expédition a mal tourné. Mais il existe aussi des histoires de survie extraordinaires. En 1966,
4 grimpeurs sont restés bloqués sur la face nord par une tempête pendant 5 jours d'affilée et 3 d'entre eux ont été secourus lors de ce qui fut, à l'époque, l'un des sauvetages en hélicoptère effectués à la plus haute altitude jamais tentés. Les avalanches y demeurent un danger constant. Dans un cas particulièrement bouleversant, le corps d'un grimpeur disparu dans les années 1980 a finalement été retrouvé au pied de la paroi 34 ans plus tard, parfaitement conservé par la glace. Aujourd'hui encore, les guides de montagne locaux refusent souvent d'emmener des clients sur cette face lorsque les conditions se dégradent, car le danger ici n'a rien de théorique. Il est prouvé encore et encore à travers l'histoire. D'une des silhouettes les plus photographiées des Alpes à l'une de ses réputations les plus sombres, la paroi suivante est devenue tristement célèbre, non seulement pour sa difficulté, mais pour le nombre de vies qu'elle a coûté au début de l'alpinisme. Pendant des décennies, la simple idée de la tenter passait pour un suicide. La face nord de l'Eiger, souvent désignée par son surnom allemand, est l'étoffe même des cauchemars d'alpinistes. S'élevant sur près de 1800 mètres au-dessus de la vallée, c'est la plus haute face nord de tous les Alpes et l'une des ascensions les plus redoutées au monde. Mais ce qui la rend véritablement tristement célèbre, ce n'est pas seulement son ampleur, c'est l'héritage de tragédies qui lui a valu le surnom de paroi assassine. Dans les années 1930, la course pour être les premiers à vaincre cette face nord faisait la une de la presse dans toute l'Europe, avec des équipes allemandes et autrichiennes s'aventurant en terrain totalement inconnu, avec un équipement rudimentaire et presque aucune marge d'erreur. La roche était friable, la météo changeait sans prévenir, et une fois engagés, les grimpeurs ne pouvaient souvent plus faire marche arrière. Beaucoup de ces premières tentatives se sont soldées par des drames, avec des corps parfois visibles aux jumelles depuis la vallée, tandis que les équipes de secours ne pouvaient qu'assister, impuissantes. La percée est finalement survenue en 1938, lorsqu'une équipe austro-allemande, Anderl Heckmeyer, Ludwig Wörg, Heinrich Harrer et Fritz Kasparek, a réalisé la première ascension réussie au terme d'une épopée de plusieurs jours. Leur itinéraire est devenu la voie normale de la paroi, mais elle reste dangereuse aujourd'hui encore, avec avalanches, tempêtes soudaines, chutes de pierres et de glace guettant quiconque s'y risque. Les opérations de secours sur cette paroi comptent parmi les plus complexes d'Europe, nécessitant souvent hélicoptères et systèmes de câbles, dans des conditions extrêmement risquées. Dès les années 1960, les grimpeurs se sont mis à tenter des ascensions hivernales, des solos et des records de vitesse, et le bilan des morts n'a cessé d'augmenter avec eux. À ce jour, plus de 65 alpinistes ont péri en tentant cette face, certains ayant tout simplement disparu dans ces crevasses et ces couloirs sans jamais avoir été retrouvés. Pourtant, malgré cette histoire brutale, l'Eiger est aussi devenu une référence pour mesurer les progrès. Des alpinistes d'élite comme Uelistek ont gravi la voie de la face nord en moins de 2 heures, preuve des progrès accomplis en matière d'équipement et de technique. Vue depuis le village au fond de la vallée, la paroi se dresse comme une ombre sombre et déchiquetée, souvent striée de neige et de nuages. Ce n'est peut-être pas le plus haut sommet des Alpes, mais c'est sans doute le plus redouté. Des ombres glacées des Alpes, le voyage traverse des milliers de kilomètres vers le sud-ouest, par-delà la cordillère des Andes, jusqu'à une montagne qui s'élève dans l'un des coins les plus sauvages d'Amérique du Sud. Les habitants du coin l'appellent la montagne qui fume, et elle domine la Patagonie comme une dague de granit déchirant le ciel. Le Fitzroy est l'une des formations naturelles les plus saisissantes au monde. Une lame de granit qui jaillit tout droit du bord de l'Inland Sea patagonien sud. Avec ses 3045 mètres, ce n'est pas son altitude qui est extrême, mais sa forme, son exposition et son isolement, ce qui en fait l'un des sommets les plus difficiles à atteindre au monde. Personne n'en a foulé le sommet avant 1952, lorsque les alpinistes français Lionel Terré et Guido Magnone ont réalisé la première ascension au terme d'une expédition brutale de plusieurs semaines, affrontant tempêtes incessantes, neige profonde et granit technique, presque sans aucune information préalable pour les guider. Aujourd'hui encore, le Fitzroy reste l'un des sommets les plus difficiles au monde, non pas tant à cause de son altitude que de l'engagement qu'il exige. Pour y accéder, il faut traverser des glaciers, affronter des vents patagoniens imprévisibles et survivre à des tempêtes de neige qui peuvent durer plusieurs jours. Une fois sur la paroi, l'escalade est techniquement sans répit. De longues longueurs de granit avec une protection minimale et presque aucune marge d'erreur. Sa voie la plus célèbre, un couloir mixte de glace et de roches d'environ 1600 mètres, demeure l'un des défis alpins les plus convoités de la planète. Même les grimpeurs d'élite y peinent et de nombreuses expéditions rebroussent chemin avant même d'atteindre la partie supérieure de la paroi. Pour les alpinistes sérieux, le Fitzroy incarne l'alpinisme sous sa forme la plus pure, raide, exposé, isolé et beau, de la manière la plus intimidante qui soit. Mais même dans ce coin reculé de Patagonie, le Fitzroy n'a pas le dernier mot en matière de difficulté. À seulement 30 km au sud se dresse une autre flèche.
plus effilée, plus raide et enveloppée d'un mystère plus épais encore. Recouverte de glace, fouettée en permanence par le vent, et longtemps jugée impossible à gravir, cette montagne a déclenché des décennies de controverses et d'obsessions. Le Cerro Torre semble à peine réel. Culminant à 3128 mètres, il se dresse comme une aiguille de granit tout droit sortie des champs de glace de Patagonie, enveloppé de givre et sculpté par certains des vents les plus féroces de tout l'hémisphère sud. L'ascension en elle-même est un cauchemar de roches surplombantes recouverte d'une armure de glace. La tour est si étroite et si effilée qu'elle n'offre presque aucun abri sur aucun de ses flancs, et la glace qui recouvre ses hauteurs, d'étranges formations appelées champignons de glace, changent constamment de forme, créant des surplombs de neige gelée aussi surprenants que dangereux. Pendant des années, la montagne a été jugée tout simplement impossible à gravir. En 1959, l'alpiniste italien Cesare Maestri a affirmé avoir atteint le sommet, une déclaration audacieuse qui suscite encore aujourd'hui une vive controverse. Son équipe a affirmé avoir réussi, mais faute de preuves photographiques. Et après la mort de son compagnon de cordée, Tony Eger, au cours de la descente, les doutes ont commencé à s'installer. Aujourd'hui, de nombreux grimpeurs pensent que Maestri n'a en réalité jamais atteint le sommet, et le débat autour de cette affirmation reste l'un des plus houleux de toute l'histoire de l'alpinisme. Maestri est revenu en 1970, cette fois muni d'un compresseur à essence, et s'est frayé un chemin à coups de piton le long de la face sud-est, dans un style de siège qui a suscité de vives critiques au sein de la communauté des grimpeurs. Cette voie du compresseur est devenue tristement célèbre, non seulement pour la controverse éthique qu'elle a soulevée, mais aussi pour avoir démontré à quel point ce sommet était réellement impossible à gravir par des moyens conventionnels. Il a fallu attendre 2012 pour qu'une ascension propre, sans piton, soit enfin réalisée lorsque David Lama, après des années podadées de tentatives infructueuses, a finalement gravi l'arête sud-est en style purement alpin. Malgré tout, le sommet reste aujourd'hui rarement atteint. Le climat patagonien est implacable, avec des vents dignes d'un ouragan et des tempêtes qui surgissent sans prévenir, sans oublier l'escalade technique sur glace au milieu de ces champignons changeants avant l'assaut final vers le sommet. Beaucoup considèrent le Cerro Torre comme la plus belle flèche de la planète, mais il n'est pas seul à ce niveau d'extrême. À des milliers de kilomètres de là, dans la chaîne du Karakoram au Pakistan, un tout autre géant se profile. Si le Cerro Torre est le fantasme sauvage d'un sculpteur de glace, la Great Trango Tower est une dalle de géométrie pure et impossible, moins célèbre, mais bien plus haute, et détentrice de la plus haute paroi rocheuse verticale de toute la planète. Culminant à 6286 mètres au-dessus du niveau de la mer, la Great Trango Tower ne se distingue pas seulement par sa raideur, mais aussi par son altitude pure. Et c'est précisément ce qui la rend si redoutable. Être un grimpeur de Big Wall de niveau mondial ne suffit pas ici. Il faut aussi composer avec l'air raréfié, le froid extrême et la météo imprévisible du Karakoram, tout cela en même temps. C'est sans conteste la plus imposante paroi verticale jamais gravie avec succès. Du sommet à la base, sa face échute sur pas moins de 1340 mètres de granit vertical, quasiment ininterrompu. La plus haute paroi rocheuse quasi verticale et continue de la Terre, dans un paysage où le relief ne se contente pas de paraître raide, il paraît carrément impossible. Une équipe menée par Galen Rowell a atteint le sommet pour la première fois en 1977 par le versant sud-ouest, mais c'est une équipe norvégienne qui, en 1992, est réellement entrée dans l'histoire en gravissant la face est jusqu'au sommet, dans l'une des plus grandes ascensions de Big Wall jamais réalisées. Il leur a fallu près d'un mois pour en venir à bout, luttant contre le mal des montagnes, les chutes de pierre, les gelures, et un épuisement total tout au long du parcours, si bien qu'à leur arrivée au sommet, ils n'avaient un plus ni nourriture ni eau. Les grimpeurs évoquent encore la Great Trango Tower avec une forme de fascination. Sa paroi verticale est si immense qu'on l'a comparée à deux parois d'El Capitan à Yosemite, empilées l'une sur l'autre au sommet du Mont Blanc. Et même cette image ne rend pas totalement justice à son échelle réelle. Ajoutez à cela l'altitude extrême et l'air raréfié, et vous obtenez une paroi qui fait paraître minuscule la plupart des voies alpines, généralement mesurées en quelques centaines de mètres. Celle-ci dépasse les 1300. Les tragédies n'ont pas manqué non plus. En 1995, 2 grimpeurs coréens sont morts dans une tempête après avoir atteint le sommet. En 1999, l'alpiniste slovène Tomáš Humar a dû être évacué par hélicoptère de la paroi après être resté bloqué plusieurs jours dans des conditions extrêmes. Aujourd'hui encore, ceux qui tentent d'ouvrir de nouvelles voies
passant souvent de 15 à 20 jours sur la paroi, hissant chaque pièce d'équipement à la force des bras tout au long du parcours. Aussi brutale que magnifique, la Great Trango Tower se trouve au cœur du Karakoram, et rien que pour atteindre sa base, il faut plusieurs jours de marche à travers glace et moraine. Une fois à ses pieds, l'idée même de gravir cette paroi tout droit vers le haut semble absurde, et pourtant certains continuent d'essayer, et quelques-uns très peu y sont parvenus. Si ce genre d'histoire de montagne vous captive, il y en a encore beaucoup d'autres à découvrir. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour la prochaine.